Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vlog vintage depuis le mois de janvier avec mon cadeau de Noël, la pièce de Châtelaine. D'ailleurs le vlog est toujours disponible si vous voulez aller le voir, je vous mets dans le petit i. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines c'était mon anniversaire et je voulais vous montrer les cadeaux que j'ai reçus à cette occasion. Non pas pour vous montrer la chance que j'ai d'avoir eu les cadeaux, non plutôt parce que ce sont des cadeaux vintage et anciens et que ça rentre à merveille dans toute la thématique de ma chaîne YouTube. Donc pourquoi se priver de vous faire découvrir de nouveaux objets si jamais vous ne les connaissiez pas. Même si pour certains, enfin surtout, j'ai des doutes quant au fait que vous ne le connaissiez pas. Je dirais même 2. Oh, 3 sur 4. Je pense que vous les connaissez parce que vous les avez déjà vus dans des séries, dans des films historiques. Peut-être que vos parents, peut-être que votre père, votre mère ou vos arrière-grands-parents en possédaient. Donc je pense qu'il y a plus de chances que vous les connaissiez que vous ne les connaissiez pas. Sauf un qui je pense doit être une pièce unique parce que j'en ai vu nulle part ailleurs et je pense qu'elle a été créée spécialement par une couturière pour elle-même. D'ailleurs je vais commencer par cette pièce. Il s'agit d'un pic épingle ou un pic aiguille qui date des années 1800-1880. Il n'y a pas de date absolument précise pour cet objet puisque je vous l'ai dit, je n'en ai trouvé aucun et je pense qu'il a été fait sur mesure par la personne qui voulait s'en créer un. Et donc j'ai eu la chance de le trouver sur eBay, donc je l'avais mis dans une liste spéciale pour mon anniversaire avec tout un tas d'autres choses donc du coup mes parents me l'ont offert pour mon anniversaire. Et donc la fleur de lys que vous voyez est en laiton et ensuite pour le tissu on va retrouver du feutre de laine, du coton et du taffetas de soie. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a utilisé ses chutes pour pouvoir se créer un pic épingle qui lui sera totalement personnalisé. Et j'ai vraiment craqué dessus lorsque je l'ai vu sur eBay. J'étais en train de rechercher d'autres petits objets que je pourrais mettre sur ma châtelaine et quand je l'ai vu je n'ai pu résister à l'envie de l'ajouter à ma liste pour mes cadeaux d'anniversaire. En plus ça correspond à 100% à ce que je voulais, ça faisait un petit moment déjà que je voulais un pic épingle qui soit personnalisé. J'avais déjà pensé à m'en coudre un mais il y avait toujours quelque chose qui freinait. Le tissu que j'avais choisi finalement je n'en voulais plus, est-ce que je le voulais en laine, est-ce que je le voulais en coton, je voulais pas en faire spécifiquement un en soie parce que je ne voyais pas vraiment pourquoi j'en ferais un en soie, je ne voulais pas un qui se mettait au poignet, je voulais un qui se pose mais je savais pas trop comment le faire, enfin bref, à chaque fois il y avait quelque chose qui faisait que je ne m'en cousais pas un. Donc là quand j'ai vu celui-là j'étais hyper contente, je me suis dit c'est génial, il est ancien puisqu'il a été daté de 1800-1880 voire même début des années 1900, parfait. En plus il va à merveille avec ma machine à coudre, ou en fait j'aurais même envie de dire avec mes machines à coudre puisque les trois ils vont parfaitement. Et en plus ça me permettra d'avoir toutes les fines épingles spéciales soie directement d'épingler sur mon pic épingle et ça m'évitera d'avoir cette petite boîte où je me piquais tout le temps les doigts et qui m'agaçait profondément à cause de ça. Parce qu'en plus il faut le dire, les épingles spéciales soie sont très affûtées. Se piquer ne serait-ce que légèrement le doigt fait déjà très mal. Donc c'est vrai que ça m'arrange d'avoir quelque chose de spécial pour pouvoir les attraper directement par la petite boule de l'épingle plutôt que de passer mon temps à me piquer. Parce que quand on regarde bien la boîte, ce n'est pas très esthétique, ce n'est pas non plus extrêmement pratique. Et donc du coup j'utilisais le guide margeur que j'avais acheté quand j'ai commencé la couture pour pouvoir réussir à me repérer sur ma première machine à coudre. Je l'ai très rapidement mis de côté et donc du coup il fallait que je trouve une autre utilisation et j'utilisais comme range épingle, donc comme aimant à épingle. Et donc là aussi c'était pas très pratique parce que je me piquais aussi en récupérant les épingles pour les remettre dans la boîte. Donc là je suis vraiment ravie de pouvoir avoir un endroit où les ranger où je sais que je me le ferai plus mal avec. Et toujours en cherchant des accessoires pour pouvoir agrémenter ma châtelaine, il y a quelque chose que je voulais depuis très longtemps. J'ai des souvenirs de moi encore toute petite, regardant celle de mon grand-père et me disant que j'en voulais une. Il s'agit d'une montre à gousset.
naturellement j'ai regardé s'il existait des montres à gousset, enfin j'ai regardé s'il existait, je savais qu'il en existait, mais si j'arriverais à trouver une montre à gousset que je puisse mettre sur ma châtelaine. J'en ai vu énormément, j'ai regardé beaucoup, mais beaucoup d'annonces. Les 3/4, elles étaient cassées, il fallait changer des pièces, il fallait les faire entièrement réviser, il fallait voire même les restaurer. Et comment dire que la restauration d'une montre à gousset dans les années donc, que je voulais, donc c'est-à-dire Art Nouveau, donc fin 1800, début 1900, j'ai découvert l'Art Nouveau il y a pas longtemps. Oui, je suis en retard, mais j'ai vraiment flashé sur tout un tas de petites décorations, sur des ornementations. Franchement, j'adore. Donc du coup, je voulais avoir une montre dans ce style-là. Donc j'ai cherché un long moment, et puis je suis tombée sur une offre aux enchères. Et donc l'enchère s'est terminée le lendemain. Le lendemain, on se met devant l'enchère. Et comment dire que j'étais hyper stressée, j'avais vraiment envie de l'avoir, mais vraiment, je sais pas, il y avait quelque chose qui m'appelait dans cette montre, comme à peu près tous les objets en fait vintage, antiques et anciens que j'ai, il y a forcément eu une étincelle, quelque chose qui a fait que, excepté ma Clémence Muller de 1880 puisqu'elle m'a été offerte par ma famille. Et donc, du coup, on attend l'annonce des dernières minutes, mon père fait une offre, et là, je peux vous assurer que j'étais pas rassurée du tout. Mon père, quand il veut quelque chose, quand il veut une enchère, il l'a à chaque fois, ça c'est sûr. Mais la montre était en bon état, elle fonctionne, il y a besoin d'une révision normale, mais bon, pas plus que ça. Elle fonctionnait, il n'y avait rien à revoir, rien du tout, rien de cassé, rien... Donc, rare. Et donc, il met son prix, et là, il attend les 4 dernières, je rigole pas, hein, les 4 dernières secondes pour envoyer l'offre. Moi j'étais, c'est bon, c'est mort, 4 secondes, on a trop attendu. Hein. Et donc du coup, on entre l'offre, et là, vous avez remporté l'enchère. Oh bah j'ai, ah là là, ah bah j'étais super contente, parce que du coup c'est... ça y est, j'ai ma montre à gousset depuis le temps que je le voulais. Et outre le fait que je voulais une montre à gousset depuis plusieurs années, environ une dizaine de jours plus tôt, on a eu une coupure d'électricité. On en a souvent dans la région, avec la vallée, ça arrive très régulièrement. Le vent, étant donné qu'il est assez puissant et qu'il est assez fort, on a régulièrement des coupures d'électricité. Et là, cette fois, elle a duré plus longtemps. Les horloges numériques qu'on a à la maison... Du coup, bah, étant donné qu'il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus du tout d'heure. Enfin si, il y avait l'heure au niveau des pendules à piles. Le problème c'est que, manque de peau, la pendule à piles qu'il y a dans la cuisine n'avait plus de piles. Et on n'avait pas de piles de rechange. Donc bon, il n'y avait pas du tout d'heure, mis à part sur les téléphones. Et le problème quand je couds, c'est que je prends le téléphone, que je le pose. Et que je ne le retrouve jamais. Donc je n'ai pas du tout eu d'heure de l'après-midi. Par contre j'ai pu coudre, ce qui est un très gros avantage avec les machines anciennes, c'est que coupure de courant ou non, elle fonctionne puisque c'est moins l'électricité. L'un dans l'autre j'ai été quand même gagnante, je n'ai pas été en chômage technique le temps d'un après-midi. Mais enfin ça m'a un peu agacée de devoir chercher le téléphone pour trouver l'heure, et j'ai pas arrêté de me dire si j'avais une montre, parce que si je portais une montre ça serait mieux. Donc je me disais qu'avec une montre à gousset, eh bien, je pourrais avoir l'heure parce qu'elle serait accrochée à ma ceinture, et que du coup bah, je n'aurais plus ce problème là. C'est pour ça que j'étais aussi également contente d'avoir pu remporter l'enchère. Et d'ailleurs après avoir remporté cette enchère, je me suis mis à m'interroger un petit peu sur l'horlogerie, sur comment était construite une montre à gousset de 1880. Donc j'ai regardé des vidéos de restauration et compagnie, et il y avait quelque chose qui me revenait toujours en tête, que j'avais vu qui était dans l'annonce, qui disait que le mécanisme était à 10 rubis. Et je me disais, mais des rubis, ils mettaient des rubis dans les montres à l'époque? Alors je me suis trouvée complètement bête, parce que oui, ils mettaient des rubis. Cependant, quelque chose que j'ignorais, c'est qu'il y a 2 catégories de rubis. Il y a les rubis d'horlogerie, donc qui sont utilisés pour les mécanismes en horlogerie, et les rubis de joaillerie qui sont utilisés pour tout ce qui est parure et bijoux.
Et donc il y a une classification au niveau des rubis, on va choisir les rubis plutôt tendres et qui sont de belle facture pour la joaillerie, et les rubis qui sont plus durs, plus denses mais moins beaux pour l'horlogerie. Et ça, je ne le savais pas du tout. Et donc j'ai plongé au niveau des recherches, j'ai regardé, j'ai creusé un petit peu plus et je me suis rendu compte que mon mécanisme de 10 rubis avait une signification, outre le fait que ce soit de véritables rubis qui étaient à l'intérieur. La classification de 5 à 10 rubis qui sont des montres plutôt bas de gamme, de 10 à 15 rubis qui sont des montres de moyenne gamme, et de 15 à 17 qui sont des montres de très haute gamme. Donc du coup je me retrouve avec une montre de moyenne gamme car 10 rubis, mais enfin bref, le moyen de gamme de l'époque correspondrait bien aujourd'hui au haut de gamme. Parce que clairement, est-ce qu'une montre fabriquée aujourd'hui, est-ce que dans 100 ans elle tournera encore ? J'ai quelques doutes, surtout qu'avec l'obsolescence programmée de toute l'industrie sans exception possible, il y a peu de chance. Moi ça me dérange pas outre mesure, je ne cherchais pas à avoir le plus de rubis possible. Franchement, je n'en avais strictement rien à faire et de toute façon lorsque j'ai découvert cette information, je l'avais déjà en main. Mon anniversaire était passé et j'ai commencé à faire des recherches sur 10 rubis à ce moment-là. Parce que j'avais vu énormément, mais beaucoup d'annonces marquant 10 rubis, 8 rubis, 12 rubis, 15 rubis, 17 et moi je me disais bon bah il y a des rubis dedans quoi, c'est bon, enfin il y a des rubis, peut-être pas, peut-être que c'est une façon de parler, un système de broche, voilà, non, c'est vraiment des rubis. Donc je n'ai pas cherché plus loin sur ce moment-là et j'irai plus loin, c'est que j'avais plus ou moins oublié la description que j'avais lue par rapport à cette montre parce que j'en avais trop vu en fait. J'en avais vu tellement que je ne savais plus vraiment à quoi m'en tenir. Et donc lorsque je l'ai enfin eu pour mon anniversaire, quand j'ai ouvert la montre et que j'ai vu que c'était marqué cylindre 10 rubis, je me suis dit mais en fait vraiment c'est quoi 10 rubis? Et donc j'ai recherché et c'est comme ça que j'ai trouvé toutes ces informations. Et une problématique qui s'est posée ensuite une fois la montre choisie, ça a été de il faut que je trouve quelque chose pour l'attacher parce que c'est bien d'avoir une montre à gousset mais si je n'ai pas de quoi l'attacher ça ne sert à rien. À la base, moi ce que je voulais c'est que je la voulais en sautoir. Je voulais la porter en sautoir comme elle était portée en 1800, en 1900 et qui ressemblait un petit peu aux montres à gousset de mes grands-mères. Mais étant donné que je ne savais pas trop ce qu'il y allait avoir comme montre, je ne l'ai pas mis du tout dans ma liste. Je n'ai rien mis à propos de chaîne, à propos de sautoir ou quoi que ce soit d'autre dans ma liste d'anniversaire pour ça. Je voulais d'abord l'avoir en main pour savoir ce que j'allais faire, donc j'ai continué à regarder toujours sur eBay et j'ai regardé des sautoirs, des centaines et des centaines de sautoirs, des montres qu'on peut accrocher à la des chaînes qu'on peut accrocher à la ceinture, des chaînes qu'on vient à accrocher au niveau du corsage, au niveau de la boutonnière sur une poche spéciale pour la montre ensuite, une que l'on vient mettre plus dans la poche pour femmes plutôt au niveau de la taille ou qui pend tout simplement en châtelaine. Donc j'en ai regardé plein, j'en ai mis énormément de côté et quand je l'ai eu en main je me suis rendu compte que le sautoir c'était clairement impossible. C'était pas possible. Elle était beaucoup trop lourde, je m'attendais à quelque chose de plus petit. Je pensais qu'elle faisait 3 cm puisqu'il était marqué 30 mm il me semble, ou alors je me suis perdue au niveau des annonces, enfin je m'attendais à avoir quelque chose de beaucoup plus petit que ce que j'ai eu. Et donc du coup par rapport au volume et même au poids de la montre, je ne pouvais pas la mettre en sautoir. C'était trop lourd, au bout d'un moment ma nuque elle aurait pas tenu, j'ai pas l'habitude et puis de toute façon c'est jamais bon d'avoir autant de poids au niveau de la nuque. Donc le sautoir je l'ai écarté, tant pis c'est pas grave, je vais prendre une chaîne, que ça soit une chaîne de châtelaine ou que ça soit quelque chose qui viendra s'accrocher au niveau des boutonnières par rapport au corsage ou autre. Et donc là j'ai eu un gros problème parce que j'avais craqué sur 3 chaînes et les 3 étaient totalement différentes, mais il y en a une, je sais pas, celle que j'ai choisie revenait toujours, constamment. C'est celle qui revenait le plus, mais j'avais une petite hésitation puisqu'à la base elle était plaquée or
et que le plaqué était légèrement parti et je ne voulais pas dénaturer par rapport à la montre, acheter de l'or ou du plaqué or avec de l'argent, la montre étant en argent. Et puis à un moment donné je me suis dit mais c'est complètement bête parce que la montre elle est dans la poche. Elle est dans la poche donc il n'y a personne qui la voit quoi. Donc pourquoi ne pas prendre celle qui est vraiment flash, pour lequel il y a vraiment eu un coup de cœur et dès que je l'ai vu en fait. Et donc du coup je l'ai acheté parce que j'ai reçu de l'argent à Noël que je n'avais pas encore dépensé, donc j'ai utilisé cet argent pour acheter cette chaîne. Donc j'étais super contente de ne pas l'avoir dépensé, voilà bon. C'est un petit peu le concept d'attendre le coup de cœur pour dépenser de l'argent. Je fonctionne énormément comme ça et donc du coup j'étais très contente de pouvoir avoir pu garder cet argent, d'avoir été raisonnable, de ne pas avoir craqué sur autre chose pour pouvoir le dépenser dans cette chaîne. Et ce que j'ai particulièrement aimé justement dans la chaîne, c'est le fait qu'elle soit particulièrement classique avec quelque chose qui change. Les petites perles au niveau de la breloque font vraiment ressortir quelque chose de différent. Il y a encore quelque chose qui s'en dégage qui est particulier et c'est vraiment ce que je recherche absolument dans chacun des éléments que j'ai en accord par rapport au vintage ou autre. Et en plus elle allait parfaitement avec ma châtelaine que j'ai déjà, ma pièce de châtelaine. Donc je me suis dit bah pourquoi pas. Et ce qui est aussi intéressant avec cette chaîne, c'est que je peux la mettre sur ma châtelaine, que je peux la mettre en boutonnière, que je peux la mettre au niveau de la taille, je peux la mettre de manière différente et porter la montre un petit peu comme je le souhaite. Et c'est exactement ce que je voulais. Donc à un moment donné j'ai fini par me décider sur celle-ci et c'est celle que j'ai sélectionnée. Et honnêtement, est-ce qu'elle n'est pas absolument magnifique? Moi en tout cas je l'adore. C'est vrai que une fois que je l'ai reçue, que je l'ai essayé avec la montre, eh ben j'ai vu que j'avais fait le bon choix parce que l'accord entre les deux est absolument parfait. Elles sont toutes les deux de la même époque à peu près, donc fin 1800 début 1900, donc on va taper directement dans cette ambiance art nouveau, exactement ce que je voulais. Donc c'est vraiment, je pense que ça a été le choix le plus parfait pour cette chaîne. Vraiment, absolument parfait. Et je suis très satisfaite de l'avoir fait et d'avoir pu être économe sur l'argent que j'avais reçu pour Noël. Du coup, je me suis fait un cadeau de Noël pour mon anniversaire. C'est un petit peu bizarre d'un point de vue du timing, mais bon, c'est pas grave. Et enfin, on va parler de la dernière pièce maîtresse. Et pour ça, il faut que je retourne à la genèse de cette envie pour cette pièce. Je me souviens, je devais avoir une dizaine d'années. Avec ma petite sœur, on jouait dans la chambre. Et il y a un jeu que nous aimions particulièrement, c'était la secrétaire. Oui, parce que à 10 ans, je rêvais d'être secrétaire. Et clairement, je sais pas pourquoi, parce que c'est un des boulots les plus ennuyants au monde. C'est un travail que j'ai détesté, c'est un diplôme que j'ai détesté faire, que j'ai détesté avoir. Ça a été 3 ans de ma vie qui ont été infernaux. Clairement, si je devais revenir en arrière et dire à cette petite fille, donc à cette moi de 10 ans, ne fais pas secrétariat, je le ferais mais sans hésiter. Sans hésiter. Je déteste ça, je l'ai en horreur et je me retrouve à le refaire tous les jours, constamment, à chaque fois. J'ai 1 million de papiers à gérer tout le temps. Il y a des choses comme ça. Voilà, moi je déteste le secrétariat et le secrétariat tourne autour de moi dans ma vie depuis des années. Et donc pour jouer au secrétariat avec ma petite sœur, on s'inventait toujours l'histoire d'une secrétaire en 1930, 1920, 1910, déjà à l'époque. Et donc à cette époque-là, qu'est-ce que les secrétaires avaient? Je vous donne dans le mille une machine à écrire. Bah oui, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié, même quand on a 10 ans. Et donc on s'inventait le bruit de la machine à écrire, on jouait des heures et des heures comme ça. C'est de bons souvenirs quand même.
Et c'est quelque chose que j'avais plus ou moins oublié avec le temps, au fur et à mesure en grandissant et en étant complètement dégoûtée du secrétariat avec mes études et les stages que j'ai fait, et le boulot, et la compta, et tout. Donc c'est quelque chose que j'avais relégué dans un coin de mon esprit, et j'avais verrouillé à double tour, et puis voilà. Je n'y avais plus pensé depuis que j'ai arrêté d'être en âge de jouer à m'inventer des histoires. Et même quand j'ai commencé mes études de secrétariat, que je les ai commencé contraintes et forcées, question d'école dans le coin, et de profs qui n'avaient pas envie que je parte en général et qui ont fait du forcing absolument pour que je fasse du secrétariat. De toute façon c'était ça, ou aller faire mes cours à 2 heures de route de chez moi en partant à 5 h le matin. Donc j'ai pas trop eu le choix, voilà, bref. Je n'y pensais plus du tout. Quand on est dégoûté de quelque chose, on est dégoûté de quelque chose. Bref. Sauf que quelques mois auparavant, je dirais aux environs de novembre, je suis allée en Espagne faire des courses. Et à un moment donné, on passe devant un restaurant qui a une grande vitrine à l'ancienne. Et dans cette vitrine à l'ancienne, qu'est-ce que je vois? Une machine à écrire. Et là, je me suis pris une claque de souvenirs en fait, avec les jeux qu'on s'inventait avec ma soeur, avec le fait que j'en voulais une depuis des années. Vraiment je me suis pris une claque. Et puis je cherchais encore, une fois toujours sur eBay, quelque chose d'autre que quand même des pièces de châtelaine, parce que bon voilà, j'en avais mis une trentaine dans ma liste, il fallait peut-être changer un petit peu. Et je réfléchissais à mais qu'est-ce que tu veux depuis très longtemps et que tu ne t'achèterais pas toi, toute seule. Et tout de suite ça a fusé, une machine à écrire. Alors j'ai fait des recherches, j'ai cherché des machines à écrire. J'en ai vu à n'en plus finir. Et puis j'ai trouvé celle-ci. Une Remington. Alors je sais pas pourquoi Remington, mais ça vibrait en moi, il y avait quelque chose qui vibrait qui faisait que je voulais la marque Remington. Je n'ai pas cherché plus loin à savoir pourquoi parce que je pense que je le devinerai jamais. Clairement ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, enfin mes arrière-grand-mères, mes grands-mères, ma mère, mon père, mon grand-parent, bon bref, personne dans la famille n'a eu une machine à écrire Remington, mais absolument personne, enfin du moins à ma connaissance. Peut-être que plus loin oui, mais non, je sais pas. En tout cas il y avait quelque chose, il fallait cette marque, ce qui est assez étonnant puisque c'est une marque qui est américaine, qui était plus ou moins produite en général dans l'état de New York. Donc strictement rien à voir avec les objets que j'ai habituellement qui viennent plutôt d'Angleterre et de France, voire même quelques-uns il me semble d'Allemagne. Oui, c'est pas il me semble, c'est qui viennent d'Allemagne puisque la Clemence Müller vient d'Allemagne, c'est une production allemande. Donc je ne sais pas, clairement je ne sais pas. Je sais que depuis plusieurs années je suis assez attirée par faire un voyage à New York, mais la ville de New York, pas le comté de New York. Pour aller voir le Met, pour aller voir le New York ancien, essayer de retrouver les vestiges du New York de 1910, 1900 ou même celui de 1700 au tout début de New York, qui n'existe clairement plus, mais bon c'est pas grave. Il y a quelque chose qui m'attire là-bas, cette vibration de l'histoire de New York. Mais le New York avant New York d'aujourd'hui. Donc peut-être que c'est ça qui fait que la Remington s'est imposée à moi. Bon, en tout cas je cherchais et j'ai fini par trouver celle-ci. Et je regarde un peu l'état de la machine avec les photos. Elle est très sale, bah, ça c'est sûr et certain. La courroie est coupée, bon, voilà. Les rubans donc ont séché normal, elle n'a pas tourné depuis je ne sais combien d'années. Certaines des pièces sont rouillées, là aussi je dirais rien de surprenant, mais visiblement les clés fonctionnent. Donc les clés c'est l'équivalent des touches. Elle n'a pas perdu de pied, toutes les pièces sont là, je me dis bon je la mets dans ma liste, on verra, voilà. Et ma petite soeur et mon beau-frère ont choisi de me l'offrir. Donc je la reçois le soir de mon anniversaire, on l'a fêté le soir, et je la vois et elle est juste parfaite, je sais pas, il y a quelque chose qui se fait, il y a quelque chose qui se fait quoi. Par contre elle est totalement grippée. Le rouleau, c'est même pas la peine d'essayer de le bouger. Les touches fonctionnent, oui, c'est sûr.
Ensuite, le rouleau qui permet de faire remonter la feuille, lui, est fendu. Donc le rouleau en caoutchouc est fendu. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Je me dis, c'est pas grave. J'en fais mon affaire. J'ai réussi à restaurer mes machines à coudre. Je vais restaurer une machine à écrire. Mais avant, quelques recherches. Je fais des recherches sur internet et je trouve le registre Remington de toutes les machines à écrire qu'ils ont produites. Et sur l'annonce, alors qu'il était marqué qu'elle datait de 1900-1910, en réalité, en regardant par rapport au fichier de Remington, elle date. Et là, je vais être précise parce que ils sont très précis dans leur registre. Elle date de décembre 1914. Alors, à savoir que techniquement, quand j'ai commencé la collection des objets vintage et anciens, j'avais une date à ne pas dépasser qui était de 1912. Je voulais pas après 1912 parce que on entre dans un modernisme qui est plus compliqué pour moi, je trouve. C'est quelque chose que je ne voulais pas passer. Bon, à date de 1914, bah tant pis, j'ai envie de dire, c'est pas grave, ça reste une dernière ligne. Mais je ne voulais pas en fait passer la Première Guerre mondiale. Il y a eu un schisme, un prisme qui s'est produit à partir de ce moment-là qui, moi, fait que je me reconnais pas dans l'histoire après le krach boursier de 1912, puis la guerre de 14 et ensuite la guerre de 39. Voilà, après c'est un peu plus compliqué pour moi d'un point de vue historique. On a tous nos bizarreries. Donc, enfin bref, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu en fait. Enfin bon, elle date de 1914, je ne vais pas faire un sketch, un scandale et un cinéma. Je suis contente de la voir. Comme quoi des fois, avec le vintage, il faut aussi savoir s'adapter. On ne peut pas avoir tout ce qu'on veut immédiatement comme ça. Et encore plus quand une machine à écrire possède tellement de pièces que la restauration, je peux pas la faire. Clairement, je ne peux pas. J'avais commencé un vlog avec, en commençant de la démonter, de la nettoyer et tout ça. Et en fait, non, j'ai fini par abandonner. C'est pas possible. Je peux pas le faire. Je n'ai pas les qualifications pour le faire. Je ne vais pas essayer de la démonter entièrement, essayer de la ruiner ou je ne sais quoi parce que j'ai décidé quelque chose que je ne peux pas maîtriser. Alors je l'ai nettoyé comme je pouvais en évitant de démonter. Bon, j'ai démonté quand même quelques pièces, j'ai réussi à les remonter. Oh là là, c'était compliqué hein. Mais j'ai réussi à les remonter. Mais clairement je vais devoir faire appel à un spécialiste pour ça. Donc j'ai envoyé des messages pour des demandes de devis, ça fait plus d'une semaine je n'ai pas de réponse, donc j'imagine que je n'en aurai pas. Donc il faudra que je trouve quelqu'un à qui je puisse la déposer, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas... je ne sais rien en fait. Donc pour le moment c'est une pièce de collection. Je sais qu'elle peut être nettoyée, je sais qu'elle peut être remise en état, que les consommables peuvent être changés, ça j'en suis sûre et certaine. Je l'ai analysé, j'ai tout regardé et tout, je sais qu'il y a quelques petites choses, notamment la clé E qui pose problème parce qu'elle s'est détachée par rapport à son emplacement. Je pourrais la remettre, mais je préférerais ne pas le faire pour éviter d'avoir un problème de la casser ou autre. Donc elle va attendre. Pour le moment elle est dans une pièce, elle est à l'abri, elle va attendre parce que je ne peux pas la mettre ici. Dans le bureau, je n'ai pas de place en fait, elle est beaucoup trop imposante. J'ai essayé de la mettre dans ma bibliothèque ici, mais clairement elle est à moitié dans le vide. Ce n'est pas vraiment l'idéal, surtout pour une pièce qui date de 1914. Donc pour le moment elle est dans une autre pièce, j'attends de pouvoir trouver de la place ici. Mon secrétaire il est trop petit, je ne peux pas la mettre dessus, je ne peux pas la mettre sur cette étagère là, elle ne tiendrait pas. Et les deux petites bibliothèques que j'ai, il y a les machines à coudre dessus. Voilà, donc je peux pas. Donc pour le moment elle attend bien sagement à l'abri de pouvoir être réparée et ou tout du moins pouvoir trouver une place où je puisse l'exposer. Et ça restera comme ça, mais je ne sais pas combien de temps. Peut-être qu'un jour je réussirai à avoir le courage d'essayer de vraiment la démonter si jamais je ne trouve personne. Pour le moment je ne l'ai pas, je ne l'ai absolument pas. Je n'ai pas envie de tester ça, je n'ai pas envie d'avoir un problème, de la casser, de ne pas être capable de la remonter, parce que c'est bien de la démonter
comme dit mon père quand je lui ai dit bah je vais essayer de la restaurer, il m'a dit bah c'est bien de vouloir, c'est bien. Ouais, ok. Démonter c'est facile, remonter c'est plus compliqué, c'est plus difficile, il faut se souvenir de l'ensemble des pièces. Et je pense bien qu'il y a au moins un bon millier de pièces dans cette machine. Et clairement, même en filmant, même en prenant des photos sous tous les angles possibles et imaginables, je ne suis pas sûre d'être dans la capacité de retrouver où se place chaque pièce. Alors je vais pas tenter, je vais m'avouer vaincue pour cela et je vais attendre de trouver quelqu'un qui me le fasse à un prix raisonnable. Parce que j'ai vu des prix qui sont quand même assez conséquents et je trouve que c'est même un peu trop conséquent. Après, voilà, on trouve de tous les prix dans tous les domaines, donc bon, c'est autre chose, c'est encore autre chose, ça c'est encore un autre sujet. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez découvert ou redécouvert des objets anciens. Moi en tout cas j'ai adoré les rechercher, passer du temps à chercher les informations, regarder comment on pouvait les entretenir. Je suis tombée dans les vidéos de restauration de montres à gousset. Je m'éclate, j'adore, franchement j'adore. C'est impressionnant tout le mécanisme de l'horlogerie et tout. Je vais me renseigner plus avant là-dessus parce que j'ai vraiment envie d'en connaître beaucoup plus que ça. Franchement c'est vraiment un monde à part, incroyablement intéressant. C'est à se demander comment autant de pièces peuvent rentrer dans un si petit objet. Comment même pour certaines ça a pu être construit à cette époque. Enfin c'est pas comme si nos ancêtres étaient bêtes quoi, c'est pas ça que je veux dire, mais on se dit que avoir l'idée d'avoir un concept d'horlogerie aussi minuscule, avoir les instruments pour les faire et tout ça, donc c'est impressionnant. La petitesse, la finesse des pièces, enfin c'est encore un autre monde, c'est encore quelque chose de totalement différent parce que je ne pensais clairement pas me découvrir un tel intérêt pour les montres et pour l'horlogerie en général. Comme quoi parfois il y a des choses qui sont cachées en soi et qui sont réveillées par quelque chose d'aussi simple qu'un cadeau. C'est impressionnant. Mais enfin voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et si vous aimez cette petite blouse, je vous ai fait un vlog il n'y a pas si longtemps où je montre comment je l'ai cousue, donc n'hésitez pas à aller le voir, je vous le mets dans le petit. Et n'oubliez pas pour m'aider de laisser un commentaire, un petit like et de partager la vidéo car l'algorithme en ce moment n'est pas mon meilleur ami. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires sur ma chaîne.